puisque vous dites en substance qu'il faudrait laisser aux arbitres la faculté de déterminer eux-mêmes le délai. Alors, en droit français, ce n'est pas le cas, et il y a même une assez grande sévérité à cet égard-là, puisque les arbitres ne peuvent pas proroger eux-mêmes le délai de l'arbitrage, et s'ils rendent une sentence hors délai, ils s'exposent à une responsabilité civile personnelle. Donc là, sur ce point, le droit français est plutôt sévère. Et qu'est-ce qui justifie un tel libéralisme de votre part? Moi, si vous posez la question, le délai idéal ou la procédure idéale, c'est celle de la CCI. C'est un délai de 6 mois prorogeable à l'infini. Donc, d'une part, il y a une pression sur l'arbitre pour qu'il accélère, pour qu'il juge avec promptitude, et en même temps, on ne fragilise pas la procédure avec le risque que le délai s'expire. Donc, pour moi, c'est la procédure idéale. Un délai fixé ab initio, mais prorogeable. Notre problème en Égypte, c'est que le centre d'arbitrage du Caire, il s'est inspiré du règlement de la CNUTSI. Ce règlement de la CNUTSI, il est fondé sur l'autonomie de la volonté. Alors, ce règlement ne fixe pas un délai. Alors, par pragmatisme, pour sauver l'arbitrage devant le Caire classique ou la place de l'Égypte en tant que siège de l'arbitrage, si le délai de l'arbitrage s'expire après 18 mois, on aurait risqué peut-être une délocalisation de l'arbitrage de l'Égypte. Donc c'est par pragmatisme, mais pas par conviction. Oui, d'accord. Donc c'est ça mon point de vue. En droit français, bon, il y a eu une jurisprudence analogue à celle du droit égyptien, de la Cour de cassation égyptienne, celle de l'arrêt Sonideb, je le cite, de la Cour d'appel de Paris de la Cour de cassation, pardon, 1995 ou 94. Et c'était une procédure CNUTSI, et la Cour de cassation française a refusé d'appliquer le délai de 6 mois prévu par le droit français. Mais la question des délais est extrêmement complexe et délicate. Oui. Je vous suis lorsque vous dites qu'il faut être pragmatique là-dessus. Alors, ensuite, vous avez donc traité du contenu de l'ordre public, bien entendu, en y intégrant les lois de police. Alors, je suis tout à fait d'accord pour dire qu'on peut intégrer les lois de police. Alors, certains contredisent cette idée, mais globalement, les lois de police font partie de l'ordre public international, peut-être pas toutes, mais en tout cas la plupart. Mais finalement, est-ce que la définition même de l'ordre public international n'est pas une question accessoire au stade du contrôle de la sentence, dans la mesure où les débats actuels portent non pas sur la définition de l'ordre public, mais sur l'intensité du contrôle. Et je pense qu'aujourd'hui, les affaires Thales, SNF, etc., relèguent au second plan la question de la définition même de l'ordre public international. Bon, moi, j'étais un peu confus et j'ai essayé de traiter cette question avec toute objectivité. Je pense que la jurisprudence, bon, le droit positif, il dit que les lois de police doivent s'intégrer dans le contenu de 1502 alinéa 5. Je pense que la jurisprudence française doit le faire tout en contrôlant l'application des lois de police, le respect des lois de police par un contrôle allégé. Donc je suis tout à fait d'accord avec l'arrêt Thales. Mais pourquoi la jurisprudence française doit insister que les lois de police doivent faire partie du contenu de l'ordre public international? Pour que les arbitres internationaux l'appliquent. Parce que si la jurisprudence française renonce à intégrer ces lois de police dans le contenu de son ordre public, les arbitres internationaux ne seront pas plus royalistes que le roi. Oui, donc, vous avez raison. Donc, adressé aux arbitres d'une certaine manière. Donc, il fait partie du contenu de l'ordre public international. C'est le droit positif, c'est le droit communautaire, mais son contrôle doit être minimaliste pour ne pas entraver l'arbitrage. Surtout que l'arbitre, il applique l'ordre public transnational, parfois la méthode des lois de police, plusieurs ordres publics. Donc, c'est un peu une victoire à la Pyrrhus dans la mesure où on dit oui, par exemple, le droit communautaire de la concurrence, c'est une loi de police qui intègre l'ordre public international, sauf qu'au stade du contrôle de la sentence, ça n'a pas véritablement d'influence, puisque l'intensité du contrôle est tellement réduite que... Il restera toujours une possibilité, si il y a une violation flagrante. Oui, bien sûr. On y reviendra peut-être tout à l'heure, mais je ne veux pas monopoliser la parole. Alors, il y a néanmoins quelques petits manques sur le fond du droit. Sur les lois de police, par exemple, vous ne citez pas le règlement Rome 1 du 17 juin 2008,
qui est un document, un texte très important, et qui consacre à l'article 9 une disposition sur les lois de police. Donc peut-être que vous auriez pu actualiser votre thèse par rapport à ça, d'autant plus que la définition est affinée, la définition des lois de police est affinée, et il y a une disposition encore plus restrictive que celle qui existait dans la Convention de Rome sur les lois de police étrangères. Donc ça pouvait nourrir votre réflexion. Idem, il y a des petits manques aussi sur la Convention européenne des droits de l'homme. Vous ne citez pas l'arrêt de la Cour européenne, Régent de compagnie, qui est un arrêt d'avril 2008, qui a dit que l'article 6 pouvait s'appliquer en matière d'arbitrage, l'article 6 de la Convention. Mais comme vous avez fait des séjours de courte durée, je suppose, à l'Université de Bourgogne, c'est un manque qui est tout à fait explicable. Alors, il y a beaucoup de passages très intéressants et même passionnants dans votre thèse. Ce qui m'a le plus passionné, vous le comprenez, ce sont les passages de droit égyptien. Parce que justement, j'ai appris des choses tout à fait intéressantes. Vous avez des passages très intéressants sur les intérêts moratoires, vraiment, à la fois au stade des lois de police et à la fois au stade du contrôle de la sentence arbitrale. Et si un jour je dois faire une recherche qui intéresse les intérêts moratoires, j'irai consulter votre thèse. Vous avez donc des très bons passages. Bon passage aussi, j'ai noté sur les règles matérielles. Vous distinguez la sauvegarde des valeurs fondamentales du fort et la défense des intérêts du commerce international et de l'efficacité de l'arbitrage. Mais là, je me suis demandé si vous n'alliez pas trop loin. Il ne faut pas trop hypertrophier l'ordre public. Par exemple, le principe de validité de la Convention d'arbitrage international, est-ce qu'on peut qualifier ce principe-là de principe d'ordre public international? Est-ce que c'est pas renverser complètement la présentation? Et vous le faites en fait. Vous dites c'est un principe d'ordre public international. Est-ce que c'est pas aller trop loin et dire que tout est ordre public international alors? Non, je dirais que ce principe, il est aussi important pour le droit français que de défendre d'autres valeurs, comme tout ce qui relève du contenu de l'ordre public au sens de l'article 1502 alinéa 5. Oui, mais quel est l'intérêt de qualifier par exemple le principe de validité de la Convention d'arbitrage de principe d'ordre public international? Est-ce que c'est une utilité concrète, technique? Utilité technique, oui, car il est tellement d'ordre public international qu'on va exclure la méthode des conflits de loi. Oui, mais est-ce qu'on a besoin de la qualification d'ordre public pour exclure les conflits de loi? Est-ce que la technique même des règles matérielles ne se suffit pas elle-même? Je pense qu'elle est très importante pour le droit français, qu'elle acquiert une importance si primordiale. Elle n'est pas moins importante que le respect du droit de la concurrence, que le respect du droit de la faillite, de procédures collectives. Oui. Et même il y a de la doctrine qui a érigé ce principe en principe d'ordre public international, et même l'arrêt Icori le dit. Pour l'aptitude à compromettre des personnes morales de droit public, l'arrêt Icori dit que cette règle matérielle est d'ordre public transnational. Et au nom de cette règle, il a évincé le droit algérien que la partie koweïtienne invoquait, qui interdisait l'arbitrage en matière administrative. Alors moi, je pense qu'au niveau de l'aptitude à compromettre des personnes morales de droit public, là, il s'agit d'une règle matérielle. Je ne dirais pas qu'elle est plus importante que la règle de l'arrêt d'Alico. Elles sont l'arrêt Icori, la règle de l'Alico, la règle d'Icori, elle est même une application de la règle d'Alico. Alors si la Cour d'appel de Paris, dans l'arrêt Icori, dit que c'est une règle d'ordre public international, par conséquent, la règle de l'arrêt d'Alico le serait aussi. Voilà, c'est un peu... Oui. Alors après, je vais vite. Alors allons tout de suite au droit égyptien.